Il est le rappeur le plus détesté au monde et pourtant c'est aussi celui qui est le plus écouté. Je parle bien sûr de Drake. On a clairement pu le voir lors du clash. Le rappeur a beau battre tous les records de stream et de vente depuis 10 ans, il n'en reste pas moins qu'Internet adore le détester. Et les rappeurs aussi. Yo tout le monde, ici c'est Chris Iconic et vous regardez un nouvel épisode du Lifestyle Décodeur. Alors dans cette vidéo, on va revenir sur toutes les raisons pour lesquelles Drake est détesté par les rappeurs mais aussi par le public. On va construire cette vidéo un petit peu comme une vidéo, on va dire iceberg. On va aller sur les raisons les plus connues, d'accord? Et ensuite on va aller jusqu'aux théories. Cette vidéo est sponsorisée par Cambly. J'ai une offre à ne surtout pas manquer. Reste bien sur la vidéo. N'oublie pas de liker, commenter et de partager un maximum cette vidéo. Je la fais en speed avant d'aller en Afrique du Sud. Je te dirai très bientôt pourquoi. Sans plus attendre, on y va. Alors, premier point assez évident, c'est la crédibilité. Alors, la crédibilité en tout point, aussi bien au niveau de la musique, de la provenance, etc., etc. On va essayer de décortiquer tout ça. Alors, d'abord, la provenance. Drake, comme tu le sais, est originaire de Toronto, Western Road Flows, etc. Donc, Drake a grandi dans un quartier, on va dire, classe moyenne, blanche plutôt, tu vois, il a grandi uniquement avec sa maman. Et donc, forcément, il n'a pas grandi dans un milieu afro-américain. Et ça gêne énormément parce qu'il a cette posture justement du Renoir, tu vois, c'est quelque chose qu'on lui a souvent reproché, c'est d'adopter une attitude de Renoir, d'un afro-américain typiquement, tu vois, et pourtant il a grandi dans un milieu qui est en grande majorité blanc. Et ensuite, pour ce qui est de Toronto en soi, parce que par exemple à New York, il peut y avoir des quartiers un petit peu riches, mais ça reste New York, la mecque du hip-hop. Par contre, Toronto n'a pas une grande culture hip-hop. L'artiste le plus big avant Drake, je parle d'artiste hip-hop, c'était Cardinal Offishall. Donc, Cardinal Offishall, c'était sympa en 2006 avec Akon. Mais c'est pas un artiste qui a marqué globalement le hip-hop et en dehors de lui, il n'y a pas eu d'autres artistes, à part Drake, qui a vraiment fait en sorte de mettre Toronto sur la map. Donc c'est vraiment Drake le premier à l'avoir fait et donc les gens lui disent mais Toronto, il n'y a pas de culture musicale, il n'y a rien. Donc déjà ça c'est un problème parce que du coup, ça pousserait Drake à faire quelque chose que je vais décrire dans l'un des points suivants, c'est-à-dire aller toucher à des styles musicaux différents. Et donc le fait qu'il n'ait pas de culture à proprement parler musicale, il va s'appuyer sur son affiliation avec Lil Wayne et YMCMB, ce qui va lui permettre de lui donner une certaine crédibilité. Et il y a aussi son affiliation avec Rap-A-Lot et Houston qui va arriver un peu plus tard, même si en fait ça intervient dès le début, hein, mais ce que je veux dire c'est qu'il n'a pas revendiqué cette partie de son héritage américain, il a surtout revendiqué YMCMB et Lil Wayne étant donné que c'est tellement plus gros. Et donc le fait comme ça qu'il ait été adopté par Lil Wayne, ça a fait de lui un artiste qui n'est pas authentique. D'après ses détracteurs, hein, vous savez bien que moi je pense pas du tout ça. Waouh! Et donc ça c'est la première chose qui a dès le départ affecté sa carrière. Ensuite, la deuxième chose, toujours dans la provenance, mais c'est plus en termes de carrière. Comme vous le savez, en grande majorité, Drake est un enfant acteur. Il a tourné dans la série Degrassi, et donc les gens présument qu'il a fait des millions et des millions avant d'arriver dans la musique. En gros, il faisait du cinéma, il a fait un caprice, c'est ça, hein, et il a décidé de se lancer dans la musique, et ça a fonctionné parce qu'il avait tous les plugs, etc., etc. Et j'ai expliqué dans une vidéo que j'ai sortie en 2019, où j'explique en détail le parcours de Drake, du début jusqu'au moment où il perce, que je trouve vraiment très pertinente, hein, je l'ai faite parce que j'aime beaucoup cette partie de l'histoire de Drake, il y a beaucoup de choses qui se passent, et surtout que c'est un rappeur qui a été très honnête sur ses débuts, et donc on peut s'apercevoir qu'en fait que les choses n'étaient pas aussi simples que ça. Sa mère était malade, elle faisait pas beaucoup d'argent, je crois qu'elle avait un magasin, elle était fleuriste, son père a fait quelques allers-retours en prison, il était à Memphis, et il n'avait pas fait fortune dans la musique. Et avec Degrassi, il a souvent montré sur internet, il n'a pas fait beaucoup d'argent, mais les gens veulent s'accrocher à une narrative, et cette narrative c'est que Drake était riche avant la musique, et quand il arrivait dans la musique, il avait des plugs, et donc ça a cartonné. Et donc ça, c'est aussi un problème d'authenticité, surtout qu'on sait que dans la culture hip-hop, on adore savoir que tu commences de zéro, et que tu réussis à atteindre le niveau 100. C'est par exemple le cas de Jay-Z. On aime beaucoup Jay-Z pour ça, parce que c'était un vendeur de crack à Marcy Project, et aujourd'hui c'est un milliardaire qui sort avec la plus grande chanteuse d'R&B ou pop star, bref, tu m'as compris. Et pour les gens, Drake ne coche pas toutes ces cases-là. Ensuite, il y a le problème des ghostwriters qui est arrivé
plus tard dans sa carrière, parce qu'il a sorti au moins 3 albums qui ont fonctionné, donc Thank Me Later, Take Care, Nothing Was The Same. Ensuite, il y a le clash avec Meek Mill qui arrive, les reference tracks, donc c'est les morceaux qui sont chantés par un autre artiste qui vont être envoyés à un autre artiste pour que cet artiste-là puisse réinterpréter ces fameux morceaux qui lui ont été envoyés. Et donc, lorsqu'il y a ça qui sort, les gens se disent ok, bon bah Drake connaît certes un succès monstre, mais il a beaucoup d'aide autour de lui. Et le fait qu'il ait de l'aide autour de lui, les gens vont à nouveau décrédibiliser ce qu'il a réussi à construire. Je peux le comprendre, hein, parce que même moi, lorsque j'ai entendu les reference tracks, ça m'a posé problème, parce que je me dis, ah, mais je m'attendais à ce que tous les artistes écrivent tous leurs textes. Bon, aujourd'hui, je suis un petit peu dans l'industrie de la musique, tu commences à comprendre que les gros artistes, du moins US, n'écrivent pas toujours tous leurs textes, ils ont beaucoup d'aide. Drake a reçu et reçoit encore beaucoup d'aide, mais Drake en donne aussi, c'est normal. Par exemple, le morceau I'm Single de Lil Wayne, c'est un morceau que Drake a écrit. Et donc en fait, avec ces problèmes de ghostwriter, les gens ont en quelque sorte voulu décrédibiliser et donner une excuse au succès de Drake. C'est une pop star, il sait pas écrire, et donc de ce fait, on peut pas le compter parmi les GOATs du milieu du rap. Et donc ce qui est drôle, c'est que lorsqu'une narrative est construite sur toi, c'est très difficile de la combattre, tu vois. Par exemple, Rick Ross, il y a quelques années, il a fait une interview sur Drink Champs où il expliquait que lui et Drake font partie des 2%, donc les 2% de l'industrie qui sont capables d'écouter un morceau, d'écrire absolument tout le morceau de A à Z et en faire un hit. We in the 2% when it come to writers and creators. It's called a 2%. The 2% is when you walk into the room, you hear something, a beat, a production that you actually love. It can actually create it, think of it, create it, write it, and execute it right then. Oh, so you're saying Drake and you, that inspires y'all to do it that way? He's in the 2%. He is the 2%. Wow. Et une fois que le clash a commencé, bon, il a changé d'avis sur ça. Et enfin, dernière chose qui, moi, m'énervait tout particulièrement au début de la carrière de Drake, aujourd'hui il le fait encore, mais c'est un petit peu moins fort, c'est l'attitude globale du rappeur. Alors, comme je l'ai dit un peu plus tôt, Drake vient d'un quartier très calme de Toronto, alors certes, il avait des amis ici et là qui étaient un petit peu agités, mais lui était un gentil garçon. Mais lorsque tu voyais son attitude, et encore aujourd'hui, lorsque tu vois son attitude ici et là, il faisait beaucoup le nerveux. Et alors, ce point-là, en vrai, je crois que c'est peut-être le point qui, moi, m'énervait vraiment le plus chez Drake. Lorsque tu écoutes notamment des morceaux comme I'm on One avec DJ Khaled, l'attitude qu'il prend, les mecs derrière lui, la manière dont il fait le nerveux, le visage, genre moi je suis vénère, what's up with these little niggas, tu vois, genre what's up with these little niggas. J'ai détesté son attitude dans ce clip à ce moment-là. Tous les morceaux qu'il faisait avec DJ Khaled dans cette période-là, Rick Ross et d'autres, il avait tendance à m'énerver parce qu'il avait ce côté gangster qui ne lui va vraiment pas. Moi j'ai clairement préféré le Drake par exemple dans Started From The Bottom Now We're Here. Clairement j'ai été conquis par ce Drake là, c'est là où j'ai changé d'avis sur lui parce qu'il était honnête, il était réel. Et dans les morceaux où il fait trop le nerveux, tu as aussi Stay Scheming où il clash Common, ou 5am Toronto où il clash Chris Brown avec 3-4 Renois derrière lui. Et dans une époque plus contemporaine, disons un peu plus récemment, tu as tous les morceaux du type Mob Ties, etc. Tout ce qu'il fait avec la famille Prince, hein, n'est-ce pas? Là il fait le gangster, il fait le voyou. Et au moins ce que j'apprécie avec lui, c'est qu'il est honnête avec lui-même. Lorsque tu écoutes le morceau Away From Home, dans ce morceau-là, il dit clairement qu'avant c'était pas un gangster et que c'est que récemment qu'il fait le gangster. Donc voilà pour ce qui est du premier point. Drake est comme un vampire qui se nourrit du sang des enfants pour maintenir sa jeunesse. Et cela depuis 2012. Mais comment c'est possible? Maintenir sa carrière à flot lorsque tu es un artiste est grave difficile. C'est pourquoi les artistes doivent trouver des méthodes pour rester au centre de la conversation. Et quoi de mieux que de se greffer au succès montant des nouveaux artistes? Et c'est exactement la formule de Drake. Et dès 2012, on a commencé à voir cette stratégie se mettre en œuvre. Dès qu'un artiste underground commence à péter et avoir un buzz, Drake va le contacter pour lui proposer de faire un remix sur son morceau, de manière à aspirer un maximum de son buzz, tel le sang d'une vierge.
À ma connaissance, il commence à le faire avec Tony Montana de Future. Mais la première fois que ça pète vraiment, c'est avec Versace de Migos qui devient un véritable hit international. Les gens d'ailleurs connaissent plus le remix que la version originale. Parmi ces histoires, tu as eu de gros success stories qui ont permis aux artistes d'empocher un pactole et de se faire connaître. Et tu as aussi l'horror story de I Love McConnen par exemple. L'histoire est dramatique, faut que je te raconte ça. Alors, I Love McConnen est un artiste d'Atlanta qui commence à se faire connaître dans la scène underground dans les alentours de 2014. Un jour, il enregistre un morceau qui va changer sa vie. Il s'appelle Tuesday. Le son commence à buzzer dans les clubs, le mardi, et sur internet. De son côté, Drake, alors en pleine balade nocturne à la recherche de sa prochaine proie, tombe sur le morceau Tuesday. Et là, il se dit, mais qu'est-ce que c'est que ce poulet ? Il entend le tag. Et là, il se dit, ah, mais je le connais, lui, c'est Sonny Digital. Et donc, il le contacte pour lui demander d'apparaître dans le remix de Tuesday. Et donc, ce dernier contacte I Love McConnen pour lui dire que Drake veut faire le remix de son morceau et donc forcément, il est hypé. Et donc, Drake finit par apparaître sur le morceau Tuesday. Et comme d'habitude, il prend bien soin d'être le premier couplet du morceau parce qu'il a conscience que les DJ vont jouer le morceau en soirée et il est très rare qu'un DJ joue 2 couplets du même morceau. Donc les gens vont entendre le couplet de Drake et enfin le refrain. Donc il est très malin, le Drizzy Drake. Et donc le morceau commence un petit peu à tourner et c'est là qu'il va à la rencontre de I Love McConnen pour lui proposer 2 scénarios possibles. Le premier scénario, I Love McConnen signe chez OVO. Drake a vu un talent en lui. Il lui dit que c'est l'une des personnes qui écrit le mieux et qu'il faut absolument qu'il rejoigne son écurie. Et donc en rejoignant l'écurie OVO, ils vont tourner le clip du remix et ça va être un carton plein. Par contre, ce qu'il devra faire, c'est de supprimer les 10 albums qu'il avait déjà sortis sur toutes les plateformes. Drake veut refaire son image en quelque sorte. Et le deuxième scénario que Drake lui propose, c'est de ne pas signer avec lui, mais dans ce cas précis, il devra payer le featuring en question. Et un featuring avec Drake, comme tu le sais, ça chiffre, hein. Ou alors, il fait en sorte de retirer le morceau de partout. C'est aussi une possibilité. Mais dans ce cas, sa carrière, I Love McConnen est en train de faire ça, et puis d'un coup, donc c'est pas terrible. Alors, est-ce que I Love McConnen avait d'autres propositions sur la table au même moment? Oui, bien sûr, il y avait d'autres propositions, mais il a décidé de prendre celle de Drake. Et oui, parce que Drake, c'est l'artiste le plus gros à ce moment-là, donc il se dit, forcément, je suis en train de rejoindre une équipe de winners. Et c'est là qu'il s'est pris la morsure. Et donc après qu'il ait signé chez OVO, tout d'un coup, des anciens tweets où I Love McConnen était en train de tailler Drake refont surface, ce qui n'a pas aidé à les rapprocher. Les choses finissent par s'arranger entre Drake et I Love McConnen, mais apparemment, lorsque I Love McConnen travaille et pense à faire la promotion de son album, plus signe de Drake. Par la suite, I Love McConnen va se débarrasser de son manager, ce dernier aura le seum, va se connecter à son Twitter et publiera des fuck OVO, fuck Drake. Bref, la situation entre lui et Drake va à nouveau se dégrader à cause de ça. Il aura beau dire que c'est pas lui, mais tu connais, là ça commence à faire beaucoup. À partir de là, I Love McConnen va clairement être mis de côté et il sera dans ce qu'on appelle le OVO Sweatshop. Alors, le OVO Sweatshop, c'est un concept qui a été inventé par les détracteurs de Drake pour dire que tous les artistes qui sont signés chez Drake sont bloqués dans une boutique OVO où ils écrivent en gros des textes pour Drake, d'accord? C'est le cas de Party Next Door, c'est le cas de Majid Jordan, et ça aurait pu être le cas de The Weeknd. Est-ce que vous y croyez ou pas? Dites-le moi en commentaire, mais je sais plus ou moins ce que vous pensez. I Love McConnen devra attendre 2 ans avant d'être libérable de son contrat avec la Chouette de Toronto. Entre-temps, il se fera insulter par Drake lors de la soirée des Grammy Awards où lui-même était invité. Après ça, I Love McConnen dira que Drake voulait juste un hit, qui lui a sucé son son et son sang, d'accord, les deux, puis s'en est débarrassé quand il avait plus rien à foutre de lui. T'as vu, l'histoire est joyeuse, hein? Alors ça, c'est la version de I Love McConnen que je viens de vous raconter. On ne connaît pas la version de Drake, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé, et ce que j'ai l'habitude de dire, c'est que c'est vraiment important d'avoir les deux versions. Mais simplement le fait que Drake n'ait pas pris le temps de répondre à tout ça en donnant sa version des faits, valide en quelque sorte la version de I Love McConnen. C'est un peu comme la phrase « qui ne dit mot consent ». Je suis pas totalement d'accord tout le temps avec ça, mais dans ce cas précis, ça peut s'appliquer. Après ça, Drake a eu de nombreuses autres victimes. Il y a eu un certain Drame qui a disparu de la circulation. Plus personne parle de lui. Et pourtant, c'est lui qui a inspiré l'un des plus gros hits de Drake.
Alors ce dernier avait un hit en 2015 qui s'appelle Cha-Cha. Drame était en pleine ascension et c'est là que Drake le vampire lui est tombé dessus. Et donc Drake entend le morceau et il se dit je vais en faire un remix comme j'ai l'habitude de faire. Et donc il sort le morceau d'abord sous le nom de Cha-Cha Remix. Et puis le morceau prend un petit peu, et d'ailleurs le morceau il le sort en plein milieu de son clash contre Meek Mill. Ça les gens l'ont complètement oublié. Et en voyant le succès du morceau, il décide de changer le titre. Et devine quel nom il a choisi. Hotline Bling, eh oui! Alors Hotline Bling deviendra le plus gros hit de Drake à cette époque-là, clairement. Et à ton avis, à qui ça n'a pas plu? Bien sûr à Drame, il est en train de péter, il se dit ça y est, tout le monde est en train de s'intéresser à ma musique, et là d'un coup, bam, t'as Drake qui débarque de nulle part, qui lui saute dessus et qui lui suce son sang. Forcément, il n'est pas content. Et donc, il fera quelques tweets dans la frustration. Et donc, en voyant le backlash qu'il pouvait avoir, quoique à ce moment-là, Drake était intouchable, il faut le dire, il dira ceci lors d'une interview pour The Father Magazine. Tu sais, comme en Jamaïque, tu as un redeem et c'est comme si tout le monde devait faire une chanson dessus. Imagine si on avait un seul beat et que chaque personne, moi, ce gars, tous ces gars, devraient faire une chanson sur ce beat. Et c'est un peu ce qu'était Hotline Bling. Et j'ai adoré ça. C'est cool. J'ai été enthousiasmé par ce genre de processus créatif. Bon, clairement, les gens n'étaient pas convaincus par les propos de Drake, mais que veux-tu? Drake sortait d'une victoire contre Meek Mill, il enchaînait les hits, il marchait littéralement sur le game et Drame était un tout petit artiste encore inconnu du grand public. Le scénario David contre Goliath ne marche pas à tous les coups. Aujourd'hui, Drame est passé à autre chose, bien heureusement. It was just a little shocking because it came out as like the Cha-Cha remix. You know what I'm saying? As is, not really Hotline Bling. At the time. Right. It fucked with me for a long time until Really? like, yeah. Et voyant que ce pattern a commencé à se répéter, les gens ont commencé réellement à se dire faut qu'on pointe du doigt les agissements de Drake. Et je te donne un exemple. Par la suite, Drake a tenté de s'en prendre à Kodak Black en se postant sur Instagram en train d'écouter Skirt Skirt. On est en 2015, ça fait un petit moment donc. Kodak Black, c'est pas le Kodak Black d'aujourd'hui. Sauf que les gars ne sont pas dupes et ils lui ont fait savoir, notamment un rappeur qui a une certaine notoriété. Earl Sweatshirt, membre de Haute Future, qui a dit « Drake a trouvé Kodak Black. Shake my head, welp. Drake peut parfois être un peu vautour avec les jeunes rappeurs, et je ne veux pas que Lil Kodak en soit victime. » Alors welp, c'est une variante informelle de well, qui veut dire bien, utilisée pour indiquer la déception, la résignation ou l'acceptation au début d'une déclaration. C'est de l'argot américain que les personnes qui comprennent l'anglais couramment utilisent assez souvent, et c'est important que toi aussi tu puisses comprendre ces phrases-là, et c'est pour ça que cette vidéo est sponsorisée par Cambly. Merci à eux de sponsoriser cette vidéo. C'est une plateforme qui est dédiée à l'apprentissage de l'anglais à travers des cours particuliers ou des cours en groupe. Et d'ailleurs, dans les sessions de groupe, tu te retrouves avec des gens du monde entier. J'ai été avec des Américains, des Coréens, c'est vraiment incroyable. Les cours sont animés par des tuteurs dont l'anglais est la langue maternelle. Selon le pays dans lequel tu prévois d'aller, tu peux trouver un prof qui a exactement l'accent du pays dans lequel tu prévois ton voyage. Les cours sont disponibles 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, en fonction de ton niveau d'anglais, donc les débutants, allez-y, et aussi en fonction de ton objectif. Que tu as envie d'aller en Erasmus, travailler à l'étranger ou simplement comprendre l'anglais parce qu'aujourd'hui tu ne peux pas ne pas comprendre l'anglais, la plateforme est faite pour toi. Et aujourd'hui tu as 20% de réduction sur ton abonnement d'un mois. C'est une offre qui est hors du commun et qui est disponible jusqu'au 2 juillet. Donc fais-toi plaisir, c'est avec le code MajorCambly20. Donc c'est parfait pour tester. Aussi, tu as un accès aux cours illimité sur la plateforme. Donc profite dès maintenant de l'offre. Le lien est dans la description et sur le premier commentaire. Et moi, je reprends la vidéo. Et donc voyant qu'il est hyper grillé par tout le monde, il fera évoluer cette formule. Et c'est une bonne chose parce que après ça, il a décidé de faire des morceaux originaux avec les nouveaux artistes. Et donc ça a donné notamment le morceau avec Lil Baby, Yes Indeed. Le Blockboy GB qui a aussi cartonné. Ou encore le AD1 avec Only You Freestyle. Alors mon avis sur tout ça, alors je comprends qu'on puisse détester ces agissements, mais Picasso n'a pas dit les bons artistes copient, les grands artistes volent.
Non, plus sérieusement. Alors, je valide pas du tout le move qu'il a fait à I Love McConnen. Alors, c'est vrai qu'on n'a pas la version des fêtes de Drake, mais on sait bien que dans cette histoire-là, c'est clairement Drake le dominant, le puissant. Et surtout, on voit qu'aujourd'hui, I Love McConnen est clairement dans une situation qui est moins favorable. Et donc, j'aurais plutôt le réflexe d'aller dans le sens de I Love McConnen. Par contre, le concept de base n'est pas mauvais. C'est-à-dire qu'il y a un échange de bons procédés. Le nouvel artiste va bénéficier de la lumière de Drake et il va aussi gagner énormément d'argent. Donc, je peux pas dire à un jeune artiste qui a l'opportunité de faire un featuring avec Drake, ne le fais pas parce qu'il va prendre ton jus. Il y a des artistes qui ont cartonné après ça, les Migos par exemple. Mais c'est vrai que en dehors des Migos, il y a une véritable structure qui les suit et c'est Quality Control. Donc c'est vrai que travailler avec un très gros artiste comme ça au début de sa carrière, ça peut être très compliqué à gérer. Mais je pense que c'est une super opportunité qui donne aux artistes et la manière dont il le fait aujourd'hui, par exemple avec Sexyy Red, ben on va en reparler parce que il le fait de manière toujours intéressée, mais Sexyy Red et d'autres artistes, je trouve ça intéressant. J'aime bien le fait que le plus gros artiste se mette à côté d'un petit artiste pour l'aider à péter. Et ce qu'il a fait à Drame, je valide encore moins, ça c'est clair et net. Par contre, ce qu'il a proposé à Blockboy GB, c'est une chance inespérée. On peut pas demander aujourd'hui à Drake de retourner faire un featuring avec Blockboy GB, sachant qu'il lui a donné la chance de sa vie et le hit qui a mis toute sa famille à l'abri, tu vois. Je pense qu'il y a une balance à trouver, j'ai l'impression qu'il a plus ou moins trouvé, donc c'est correct. Alors, très en lien avec le point précédent, Drake flirte avec tous les styles musicaux les plus relevant, donc ceux qui sont au cœur de l'attention, pour rester au top. En l'espace de 10 ans, il a fait de l'afrobeat avec Wizkid, Thames. Il a d'ailleurs aussi chopé Wizkid très tôt lorsqu'il a commencé à péter. Il a fait du UK rap avec Skepta, AD1 ou Central C. On notera aussi l'accent dont tout le monde s'est moqué. Il adore faire des accents différents, voilà. Et quand c'est pas des accents, il va même plus loin parce qu'il a fait de la latino trap avec Bad Bunny et il s'est même mis à chanter en espagnol. Et il faut savoir un truc avec Drake, c'est que les hits, il rigole pas avec ça. S'il faut qu'il aille chercher le hit avec les dents, il va le faire, gros. Donc s'il faut qu'il parle espagnol, pour aller toucher le public espagnol, crois-moi qu'il va apprendre l'espagnol. Et c'est clairement ce qu'il a fait ici. J'hallucine à chaque fois que j'entends ça. La chemise ouverte et tout, il est dans le thème. Et la gestu. Tu veux la gestu? Non, Drake il blague pas, les hits c'est des hits. Il a aussi fait de la dancehall avec Controlla, One Dance, l'accent jamaïcain et même de l'électro dance avec Honesty Nevermind. Alors cette manière de flirter avec plusieurs styles musicaux n'est pas vue comme une force pour beaucoup de gens, non, c'est clairement une attitude de colonisateur. Et les gens considèrent que tout comme avec les jeunes artistes, Drake va imposer sa stature dans un style de musique afin d'attirer l'attention sur lui à la fin. Alors il faut dire que ce move là en soi, businessment, c'est smart parce qu'il va se retrouver dans un maximum de playlists. D'ailleurs à l'époque les gens avaient beaucoup ri de ça, mais God's Plan, l'un de ses plus gros hits, était même dans une playlist gospel. Si ça c'est pas occuper le terrain, je ne sais pas ce que c'est. Et ce qu'il faut savoir avec les plateformes, c'est que les playlists représentent une bonne grosse partie des listeners. Donc les gens se dirigent en masse vers les playlists. Et si Drake se retrouve dans toutes les playlists, c'est-à-dire dancehall, rap UK, etc., parce qu'il a réussi à diversifier un maximum sa musique, il couvre le terrain, il est là où l'attention se trouve et il est là où l'argent se trouve, surtout, très important. Les détracteurs de Six Gods diront aussi que c'est un problème d'ancrage culturel. D'ailleurs, il y a Ibro, donc l'un des présentateurs de Hot 97, qui a dit que Drake n'avait pas de sound régional étant donné qu'il vient de Toronto. Et il a fait la comparaison avec Kendrick Lamar qui a un très très gros héritage musical. D'ailleurs, vous avez pu le voir dans ma dernière vidéo sur la West Coast. Donc c'est vrai qu'il y a une différence certes d'ancrage culturel, mais Drake a quand même, et c'est là où je donne mon avis, Drake a quand même créé un sound régional. Si tu écoutes Take Care, si tu écoutes ce qu'il a proposé aussi dans Nothing Was The Same, il a très largement inspiré beaucoup d'artistes, même aux US, à faire des singles qui sont un petit peu dans la même vibe. Si tu écoutes même le single Swimming Pool de Kendrick Lamar,
Bon, on les met toujours en comparaison, donc, mais là ça tombe bien. Swimming Pool est vraiment dans une vibe très take care, parce qu'à ce moment-là, c'était le truc qui était très à la mode. Donc je pense que c'est pas correct de dire que Drake n'a pas de sound régional, mais c'est vrai qu'il va toucher à toutes sortes de sounds pour en bénéficier un maximum. Alors moi, à titre personnel, ça me gêne vraiment pas. C'est un rappeur qui a toujours chanté depuis le début de sa carrière, qui touche à plusieurs choses différentes. Vraiment, ça me gêne pas. Quand Beyoncé, par exemple, va faire un album avec des artistes nigérians, ensuite qu'elle va aller travailler sur un album électro, puis ensuite elle va aller travailler sur un album country, ça me gêne pas. Donc quand je vois Drake le faire, ça me gêne pas non plus. Par contre, j'ai mes préférences, je préfère le Drake qui rappe. D'accord. Et d'ailleurs, pour être honnête, il y a pas mal de morceaux afro que j'ai appréciés. Le morceau avec Bad Bunny, je l'ai quasiment jamais écouté. Et les morceaux, on va dire UK rap, notamment le freestyle qu'il a fait avec Central C, est vraiment excellent. Donc, voir un artiste qui continue à explorer de nouveaux horizons musicaux, je peux que saluer ça. Alors ça, c'est quelque chose que j'ai perçu, que les gens ont du mal à décrire, mais que je vais tenter de décrire ici, c'est que Drake va avoir énormément de succès dans les charts, il va streamer à fond. Par contre, il va y avoir un décalage significatif avec le succès dans la communauté hip-hop, et en quelque sorte, ces morceaux-là vont être qualifiés comme étant hip-hop, et c'est pour ça qu'il y a en quelque sorte un rejet sur la musique de Drake. Je m'explique et je vais te donner des exemples concrets. Les morceaux de Drake qui cartonnent le plus ne sont pas les plus respectés par la communauté hip-hop. C'est des morceaux qui sont soit pas du hip-hop, d'accord? Par exemple, One Dance, Controlla, ce genre de morceaux-là. Ou alors c'est des morceaux rap, mais des morceaux rap rigolos. Hotline Bling, c'est classé 2e du classement pendant 36 semaines dans les charts. C'est probablement l'un des morceaux les plus surcotés de Drake. Alors quand tu regardes le clip, tu vois un Drake en train de danser, en train de faire le con, d'accord? C'est un morceau qui a été transformé en mème de toutes les manières possibles et imaginables. C'est d'ailleurs l'un des premiers clips qui a vraiment été détourné à la mort, d'accord? Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, le morceau en lui-même, c'est pas vraiment un morceau hip-hop, c'est un morceau où il chantonne, il rigole, etc. Donc la communauté hip-hop dans son ensemble ne peut pas reconnaître ce morceau comme étant l'un des morceaux hip-hop qui marche le mieux. Tu vois, c'est un morceau qui marche bien auprès des enfants, un morceau pop, mais c'est pas un morceau en soi qui est hip-hop. Et ensuite, plus récemment, tu as eu Tootsie Slide. Tootsie Slide, c'est un morceau qu'il a fait spécialement pour TikTok, donc avec une petite danse. Le morceau est éclaté, c'est probablement l'un des pires morceaux de Drake, et pourtant le morceau s'est placé à la première place du top 100 des Billboard. C'est quelque chose d'assez peu commun, parce que tu demandes à n'importe quel fan de hip-hop, il te dira que le morceau est éclaté, et pourtant il est numéro 1, et on te dit ok, eh ben Drake c'est votre numéro 1. Donc les gens ne sont pas d'accord, parce que c'est ce morceau-là qui est censé représenter la communauté hip-hop. Et puis tu as aussi des morceaux comme Search and Rescue, qui ont aussi cartonné, morceaux clairement surcotés, que personne réécoute. Et de l'autre côté, tous ces morceaux où il va rapper sans refrain, ou tous les morceaux vraiment avec une vraie dimension hip-hop, cartonnent pas des masses, tu vois. God's Plans, par exemple, qui est son plus gros carton de mémoire, c'est un morceau qui est quand même chantonné, c'est pas un morceau qui est purement hip-hop. Tu vois, quand je dis morceau purement hip-hop, je pense par exemple à Start From The Bottom, Now We're Here. Tu vois, Start From The Bottom, c'est clairement un morceau hip-hop que la communauté hip-hop reconnaît. Et en vrai, ce que tu décèles réellement, c'est que le succès hip-hop de Drake va provenir principalement de ses morceaux en featuring. Donc c'est jamais vraiment des morceaux qui sont à lui. Par exemple, Sicko Mode avec Travis Scott, c'est un véritable hymne, c'est un morceau qui a marqué les années 2010, d'accord? Ce sera reconnu comme étant un classique, si c'est pas déjà reconnu comme étant un classique, eh bien c'est pas un morceau de Drake. Jumpman avec Future, c'est un morceau qui est aussi de Drake, mais globalement la mixtape What a Time to Be Alive, c'est quand même une mixtape qui fait plus Future. Et aussi tu as Look Alive ou encore I'm On One, tous ces morceaux-là sont des morceaux qui ne sont pas des morceaux de Drake. Look Alive c'est Block Boy JB et I'm On One c'est avec DJ Khaled. Et justement pour faire encore une fois le parallèle avec Kendrick Lamar, justement c'est là où la différence est claire et nette. C'est qu'à contrario, le rappeur de Compton, qui certes a beaucoup moins de hits que Drake, va par contre faire que des morceaux qui sont
hip-hop qui ont du sens pour la culture et qui deviennent même parfois des hymnes. Donc par exemple, quand tu prends Alright, il a atteint la 81e place des Billboards, ce qui est pas une dinguerie, tu vois, c'est pas In My Feelings à la première place, et pourtant le morceau encore aujourd'hui a beaucoup de sens. Tu demandes à n'importe quel fan de hip-hop, est-ce que Alright est un classique? Il va potentiellement te dire oui, ou du moins il va te dire que c'est un morceau très important des années 2010 parce qu'il représente beaucoup de choses, les manifestations, la violence policière, etc. etc. Bitch Don't Kill My Vibe, 32e place, et pourtant le morceau est resté. DNA, Mona Lisa, Blacker the Berry, c'est aussi des morceaux qui sont purement hip-hop et qui ont eu un certain succès. Pas le même succès encore une fois que les hits de Drake, mais c'est des morceaux qui sont clairement approuvés par la communauté rap. Et tous ces morceaux qui ont atteint la première place des charts sont des morceaux purement hip-hop. Not Like Us, Humble, Like That. Bon, à part Bad Bloods, morceau qu'il a fait pour les Swifties. Shout out à Taylor Swift. Anita McSween. Et en fait, c'est ça, c'est que Kendrick Lamar ne triche pas. Tous ces morceaux sont vraiment hip-hop. Et justement ça, le fan du rap va le voir et il va pas vraiment savoir comment l'exprimer, mais il va se dire, non, Kendrick Lamar est des nôtres. Drake, c'est un colonisateur, il est juste là pour gratter ce qui fonctionne et c'est tout. Alors, si vous voulez mon avis, moi, personnellement, j'écoute pas beaucoup les hits de Drake, d'accord? Bon, je vous ai dit, In My Feelings, j'aime bien. Il va y avoir 2-3 morceaux ici que je peux apprécier. One Dance, je suis pas un très grand fan, mais bon, quand t'es en vacances, c'est sympa. Mais c'est pas ça qui m'a rendu fan de Drake. Moi, ce que je pense, c'est que lorsque tu veux vraiment t'intéresser à un artiste, il faut vraiment aller écouter sa discographie. Et c'est à ce moment-là que tu vas te rendre compte à quel point c'est un artiste qui est très hip-hop Drake. Enfin, vraiment. Hein. Pour le coup, il a été beaucoup critiqué pendant ce clash et il n'y a pas de problème, hein. Tout ça c'est du divertissement, mais s'il y a bien une chose avec laquelle tout le monde est d'accord du point de vue des critiques, c'est que Drake est un artiste qui est purement hip-hop, qui est fan de cette musique et qui sait en faire. Après, encore une fois, c'est lié un petit peu au point d'avant, il explore de nouvelles choses, il a compris qu'il était dans le business de la musique, il a compris qu'il avait une force, il sait chantonner, il sait s'adapter à différents styles de musique, et ben voilà, il travaille dans ces différents styles de musique et au passage, il met la lumière sur quelques artistes. Moi, à titre personnel, je connais pas beaucoup des artistes dancehall, j'en ai découvert, Popcan notamment, hein, j'écoutais pas Popcan et je l'ai découvert via Drake. Quand tu écoutes More Life, tu découvres aussi la scène UK, d'accord, les Gigs et compagnie. Moi personnellement, je les écoutais pas, je les ai vraiment découverts via Drake et je trouve que même s'il va comme ça aller picorer dans différents styles de musique, au passage, il va mettre en lumière à chaque fois des personnes qui viennent de ces styles de musique là parce que lui-même, il cherche à être validé dans toutes ces scènes. Et je trouve ça intéressant parce que du coup, tout est en train de remonter un petit peu à la surface et les gens découvrent ce qu'ils peuvent apprécier ici et là. Encore une fois, hein, moi j'adore Kendrick Lamar. Par contre, Kendrick Lamar ne m'a jamais fait découvrir d'artistes, tu vois, même de la West Coast. Bon, à part Baby Kim, mais à part ça, c'est tout. Alors ici, il va y avoir beaucoup de théories, rien de confirmé, mais c'est super important pour comprendre comment l'industrie de la musique fonctionne et comment Drake, justement, peut avoir pris le contrôle d'une grande partie de celle-ci. Alors tout d'abord, Drake ne veut pas faire la même erreur que son mentor Lil Wayne. Alors voici ce qu'il dit dans le morceau Family Feud remix, donc le morceau de Jay-Z, que Lil Wayne a remixé et sur lequel il est invité. Hey, tell me if TD Bank is approving loans. I'm thinking of paying Wayne with Universal O's. Et à ceci, il ajoute « Mon pote a passé sa vie à faire des disques de platine et disques d'or, il devrait posséder la moitié du label, c'est du grand n'importe quoi. Il devrait posséder la moitié du label. Retenez bien ça. » Et justement, Drake, lui, de son côté, a fait en sorte de saisir toutes les opportunités qui lui étaient présentées. Et justement, dans son prime, dans les années 2010, il y a eu énormément de changements dans l'industrie de la musique. Et l'un des plus gros changements, vous savez c'est lequel? C'est celui du streaming. Et justement, Drake va se positionner stratégiquement sur le sujet. Il va prendre beaucoup de risques aussi. Avec l'aide d'un certain Larry Jackson, directeur créatif monde de chez Apple à cette époque, ils mettront en place un partenariat exclusif entre le rappeur et Apple. Et donc toutes les sorties et projets de Drake sortiront en exclusivité chez Apple. So to be able to convince artists to take their music off of their platforms and now put it through this new thing called streaming took a lot of work, but the people that got it first, I will say, were Drake and Abel. En faisant cela, Drake va tout simplement
démocratiser le streaming. Alors bien sûr, il ne sera pas seul. Il y a Beyoncé, The Weeknd, d'autres personnes qui le feront sur d'autres plateformes. Mais pour ce qui est de Drake, il aura un impact majeur sur le développement de Apple Music. Larry Jackson dira même que c'est l'équivalent de Michael Jackson qui est diffusé pour la première fois sur MTV en 1983-84. What they did was that they educated us, they educated our culture. This is the new place where you get the shit at. It was big, it was transformative, and in the same way that it did the same thing in 1983 when Billie Jean got on MTV, you know? Because it became, okay, this is the place that we tap into. Et qu'est-ce que Drake a fait exactement pour permettre à Apple Music d'être le Apple Music qu'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire le numéro 1 sur le marché américain? Parce que oui, internationalement, c'est Spotify, mais pour ce qui est du marché US, c'est Apple les numéros 1. Alors il a lancé OVO Sound Radio avec Beats One en juin 2015, qui existe encore aujourd'hui. Il a sorti What a Time to Be Alive quelques mois plus tard sur la plateforme. En 2016, il sort Views en exclusivité sur Apple Music, qui streamera plus de 250 millions de fois les 5 premiers jours de sa sortie. Je suis certain que d'ailleurs parmi vous, vous avez pris Apple Music à l'époque pour écouter Views en exclusivité avant qu'il soit disponible sur les autres plateformes. Et d'ailleurs, ça a été le premier album à atteindre 1 milliard de streams sur la plateforme. Et enfin, il a sorti More Life en exclusivité sur la plateforme avant d'être disponible sur toutes les autres. Et donc tout ça a joué un rôle majeur dans le développement de la plateforme. Et d'ailleurs, le vice-président des applications et des contenus multimédia d'Apple a déclaré sur le Hollywood Reporter: Drake nous a presque à lui tout seul aidé à devenir pertinent sur le plan culturel dès le jour de notre lancement. Et le directeur créatif de Beats One, Zenlo, lui vous devez le connaître sûrement, a déclaré à Billboard que Drake m'a appris, ainsi qu'à tous ceux qui travaillent chez Beats, comment prendre le contrôle de l'espace créatif. Non seulement il va prendre contrôle de l'espace créatif, mais visiblement aussi de l'espace business. En voyant son impact, Drake va tout faire pour valoriser à fond son impact auprès de Apple Music et donc en tirer un maximum de bénéfices. Et voici ce qu'il dit toujours dans le même morceau: que quelqu'un me mette au téléphone avec Larry Jackson, j'ai besoin d'avoir des parts si on appuie sur Go, car les affaires explosent grâce à moi, j'ai besoin d'avoir un morceau de la pomme comme Adam et Ève. Un morceau de la pomme, en anglais donc c'est Apple, je vous apprends rien, enfin j'espère, et donc il aura un morceau d'Apple. Clairement, il le dit dans le morceau. Et donc quelque part, ça veut dire qu'il est aussi peut-être un petit peu décisionnaire, ou du moins comme il a eu un impact de fou sur la plateforme, ses prises de position doivent avoir un certain impact. Et bien sûr, sa musique, potentiellement, on n'a pas de preuve, rien, mais elle a pu être un peu plus mise en avant que d'autres artistes. Et d'ailleurs, reparlons de ce Larry Jackson, un acteur hyper important de l'industrie de la musique aujourd'hui. Il a été mentionné justement dans le couplet de Drake. Ce Larry Jackson déclare que le catalogue musical entre les années 2000 et aujourd'hui est celui qui vaut le plus financièrement parlant, d'accord? Et écoutez bien, le catalogue musical des artistes des années 60, 70 et 80 ne surpasse pas en valeur financière celui de Drake aujourd'hui. If you look at his music, he's bigger in the 70s, 80s, and 90s combined. I don't mean like one artist from that era, I mean all of those eras combined. Alors ce n'est pas que Drake est meilleur que tous les artistes de ces années-là, non, c'est juste que les gens ont tendance à écouter la musique qui est la plus récente. C'est normal, c'est un lien avec les générations, tu vois. Les gens des années 60 ne sont pas sur les plateformes de streaming. Donc ça veut dire qu'ils rapportent énormément d'argent actuellement. Et donc ce que Joe Budden spécule, c'est que ce Larry Jackson là, depuis qu'il a quitté Apple et qu'il a lancé Gamma, sa structure, qui est un label, un outil tech, je vous donne un peu plus de détails sur cette boîte parce que c'est important de la connaître lorsque tu t'intéresses à l'industrie de la musique. Alors je reprends le magazine Variety et clairement ce qu'ils disent. Mercredi, Jackson a annoncé le lancement de Gamma, une entreprise multiplateforme et multifacette qui le verra acquérir et s'associer avec des artistes et des marques majeures, avec des initiatives dans la musique, les films, les produits dérivés, la mode, le Web3 et d'autres domaines. La société a été cofondée avec l'ancien directeur financier d'Interscope, Ike Youssef, et parmi les associés, tu as également Apple. La société disposerait d'1 milliard de dollars en capitaux propres et en dette, bien que d'autres sources indiquent à Variety qu'Apple est un partenaire et non un investisseur, et que la somme impliquée est significativement inférieure. Donc comme vous le voyez, d'autres sources disent que Apple ne serait pas investisseur. Mais ce qui est clair, c'est que Larry Jackson et Drake sont proches, parce que Larry Jackson déclare bien que Drake a changé sa vie lorsqu'il a décidé de rejoindre
Apple Music en 2015. Et donc ce qu'il dit, c'est que Drake, en quelque sorte, via Apple, ou peut-être en étant directement investisseur chez Gamma, il prendrait certaines décisions, ce qui expliquerait notamment pourquoi il est aussi proche de Sexyy Red. Il est présent dans ses clips, elle est présente sur son album, parce que Sexyy Red est signé chez Gamma via son label Rebel Music. Et donc lorsque Joe lui pose directement la question, voici sa réponse. But do you think that Drake's deals are a point of contention for his peers? I can't answer that question. That's not appropriate on my... Donc, moi, ma théorie, c'est que Drake prendrait certaines décisions sur Apple Music pour favoriser sa musique ou favoriser les artistes de Gamma, d'accord? Donc il y a un bisbee qui est en train de se faire entre toutes ces structures, et donc ça lui donne énormément de pouvoir parce que c'est non seulement l'artiste qui rapporte le plus d'argent avec son catalogue, et en plus de ça, il aurait pris part au business et aux décisions qui sont prises, et c'est déjà beaucoup de pouvoir. Mais ce n'est pas tout. Du côté d'Universal, il a chamboulé énormément de cartes. Et voici ce que Steve Stoute, un grand exécutif dans le monde de la musique et de la publicité, a dit. Si Drake devient indépendant, l'ensemble de l'industrie de la musique s'écroule. Et donc, pour cette raison, il allait recevoir le plus gros deal de l'histoire de la musique. Et c'est exactement ce qui s'est passé, puisqu'il a reçu un deal de 400 ou 500 millions de dollars, du jamais vu. If Drake goes independent, what happens is, when he puts up link in bio, and his goes crazy, and he makes the money he makes off of that, it's going to show everybody that if you build an audience, the record company actually doesn't do anything at all. Et donc, qu'est-ce qu'il y a exactement dans ce deal? On ne sait pas, il n'y a aucun détail qui nous a été donné, mais ce qu'on sait, c'est que dans la négociation, Drake avait énormément de pouvoir, parce qu'il a conscience de son impact. En termes de valeur financière, c'est lui qui ramène le plus d'argent. D'ailleurs, il le dit dans le morceau Away From Home, en s'adressant directement à Lucian Grange, le CEO de Universal, en disant que c'est lui qui ramène à la maison le bacon, l'argent, tu vois, clairement. Et donc, c'est en quelque sorte lui le prize, et dans cette situation de négociation, entre Universal et lui, clairement la personne qui peut quitter la table en se disant ok c'est bon, j'accepte pas le deal, vous faites comme vous voulez, eh bien c'est bien lui. C'est réellement lui le prize, et de l'autre côté Universal a tout intérêt à le garder, parce qu'en gardant Drake, non seulement c'est super important financièrement parlant, mais aussi si Drake décide de quitter Universal, quel message ils envoient au marché? C'est une dinguerie. La valeur financière d'Universal va s'écrouler, bref, il n'y a rien de bon qui puisse arriver. Donc ils doivent faire en sorte de lui donner le meilleur deal possible, et c'est ce qu'ils ont fait. Sachant que Drake, de son côté, peut absolument tout gérer, les accès aux radios, télé, médias, promos, financement de clips, en fait, Universal, de leur côté, ce qu'ils peuvent faire en plus, en fait, c'est de lui dire, écoute Drake, ne touche pas à ton argent, nous on va te donner budget illimité pour réaliser ce que tu dois réaliser. Donc, en plus de donner de l'argent pour réaliser ta musique, et bien sûr avoir une part sur tes masters, ce qu'on aimerait te donner, c'est budget illimité. Et aussi, étant donné que tu possèdes déjà en grande partie ton catalogue, ce qu'on peut faire, c'est te donner potentiellement, ça c'est moi qui spécule, accès au catalogue des autres artistes du label, c'est possible, ou ce qui est plus probable, d'avoir des parts également chez Universal Music Group. Donc ça, c'est fort probable. Et de cette manière-là, de toute façon, indirectement, il posséderait aussi une partie du catalogue de tous les artistes dans le label. Et donc, je pense que toutes les grandes décisions qui sont prises aujourd'hui peuvent impliquer l'avis de Drake. Donc, ça lui donne énormément de pouvoir au sein du plus grand label du monde. Sachant que Universal, c'est Metro Boomin chez Republic, Kanye West, bon, son ancien catalogue, parce que maintenant, il est sorti de ce système, The Weeknd, Kendrick Lamar. Et devine quoi? Universal a mis en place un deal privilégié avec Spotify. Ils l'ont d'ailleurs annoncé sur leur site internet. Alors voici ce que le document dit. Spotify et Universal ont annoncé aujourd'hui une expansion de leur relation stratégique qui permettra de renforcer la découverte musicale et les interactions sociales pour la famille d'artistes et de compositeurs de UMG. Donc lorsque les labels ou les entreprises en général font des partenariats comme ça avec les plateformes, c'est qu'il va y avoir des accords où effectivement, potentiellement, les artistes de ces labels-là vont être favorisés d'une manière ou d'une autre. Des mises en avant, ce genre de choses, ou du moins un contact direct avec les maisons de disques. Alors ça veut pas dire que tous les artistes d'Universal vont être mis en avant directement sur les plateformes, c'est pas ce que je dis. C'est qu'il y a un partenariat privilégié qui est en train de se faire. Et au niveau de celui de Drake, Lucian Grange ou quoi, avec les dirigeants de Spotify, effectivement, pour continuer à faire en sorte que le marché de la musique continue à connaître une certaine croissance, eh bien il y a des choses qui peuvent être faites pour améliorer ça. Et donc, Drake étant l'artiste qu'il est,
il est fort probable qu'il bénéficie également de beaucoup d'avantages via Spotify. Donc ça voudrait dire que il est en quelque sorte avantagé du côté d'Apple Music, au niveau des US, donc localement pour lui, c'est son marché local, mais aussi au niveau monde via Spotify. Donc là, ça devient beaucoup trop puissant, beaucoup trop de pouvoir. Départ chez Universal Music. Universal Music est en bisbille avec Spotify, donc bien sûr, c'est l'artiste numéro 1 d'Universal, donc il serait mis en avant là-bas, et il aurait des parts du côté d'Apple Music, et en plus de ça, il bosse avec Gamma, qui est l'une des plus grosses structures actuellement. Donc ça fait beaucoup, beaucoup. Et donc tous les artistes là qui le fréquentent, qui sont autour de lui, les Metro Boomin, Future et tout ça, ils ont pu se dire, mais attendez, ce gars-là en fait, il est pas de notre côté, il est du côté du système, il est clairement devenu le système, et d'ailleurs il est devenu extrêmement puissant, il faut l'arrêter. Et les seules armes pour l'arrêter, c'est de le rendre ringard, parce que Future c'est la culture, Metro Boomin c'est la culture, 21 Savage et compagnie, bon 21 Savage est toujours très proche de Drake, mais tous ces artistes-là qui sont cool ont décidé en quelque sorte de se léguer contre lui en se disant il a trop de pouvoir, il fait en sorte de faire les choses pour le favoriser lui, donc on doit le rendre ringard. Et bien que Drake soit un excellent artiste, hein, de vous-même avec vos oreilles, si vous écoutez Drake, vous savez que c'est un excellent artiste. Après vous pouvez le détester, c'est autre chose. Mais c'est un excellent artiste. Par contre, ce qui est sûr, et ça aussi on peut le dire de façon objective, c'est que pour que Drake continue à exister, il a besoin des autres. Ça, c'est un fait. Il a besoin des autres cool kids, il a besoin de la culture pour continuer à être qui il est. Contrairement d'ailleurs à un Kendrick Lamar qui a un ancrage culturel très fort avec Compton, LA. Donc ce qu'il va faire Drake, c'est qu'il va aller collaborer avec les Futures, les Thugs, les Baby, les Migos, les Metro, très tôt en plus dans leur carrière, pour avoir une vraie connexion avec ces artistes-là, et ça le rend lui-même crédible dans ce qu'il fait. Et comme ce qu'il va délivrer musicalement parlant, c'est fort, forcément, il est validé en quelque sorte. Pareil, Houston, avec la famille Prince, qui va lui assurer une protection et une deuxième maison, hein, parce que Houston, c'est un peu sa ville à lui aux US. Et bien sûr, tu as la Nouvelle-Orléans avec Weezy, Birdman, globalement Young Money, Cash Money. Et en Californie, il a The Game avec qui il est ultra proche. Donc en fait, il a cette connexion où il va ratisser large, connecter avec tout le monde, et donc ça le rend fort. Et donc ce que beaucoup d'artistes ont compris, c'est que si on le rend ringard, on peut potentiellement l'arrêter. Et c'est exactement d'ailleurs ce qui est arrivé à Ja Rule. 50 Cent l'a pas détruit grâce à un clash en particulier, parce qu'un clash n'a jamais détruit un artiste. Non, Jay-Z a continué à exister, il a été plus fort que jamais d'ailleurs. Biggie, c'était une légende de ouf, bon après il est décédé, mais même Life After Death, lorsqu'il est sorti, ça a connu un grand succès. Les clashs n'ont jamais détruit un artiste, ça c'est vraiment quelque chose qu'il faut que vous mettiez en tête. C'est lorsqu'un artiste devient ringard. Et en fait, Ja Rule est devenu ringard par rapport à 50 Cent, et c'est comme ça que les gens ont arrêté de s'intéresser à lui. Et en fait, c'est ce qu'ils essayent de faire, c'est de le rendre ringard, c'est de se détacher de lui. Plus de featuring, c'est le gars qu'on met de côté, on lui fait pas confiance, we don't trust you, voilà. Et donc peut-être que ça stoppera Thanos, en quelque sorte. Parce qu'on peut dire que c'est une sorte de Thanos du rap, là. C'est du jamais vu. Et donc peut-être que ça fonctionnera. Alors moi maintenant, j'ai une question à vous poser. Est-ce que vous pensez que Drake peut devenir ringard grâce au clash de Kendrick Lamar, mais aussi de tous les autres, Metro Boomin, Rick Ross et les autres? Dites-moi tout en commentaire, je veux absolument vous lire. La vidéo est bien longue, je vous ai bien développé les choses, donc je veux savoir ce que vous en pensez. Et avant de clôturer cette vidéo, n'oubliez pas Cambly. 20% de réduction sur les abonnements d'un mois. L'offre est valable jusqu'au 2 juillet, donc dépêche-toi de prendre ton abonnement dès maintenant. C'est l'occasion d'apprendre l'anglais avec des natifs. C'est exactement ce dont vous avez besoin, c'est indispensable. Et n'oubliez pas de nous suivre sur Instagram, mon compte perso en ce moment. D'ailleurs, si vous voulez voir mes aventures en Afrique du Sud, j'ai des stories à la une vraiment sympa et en plus je fais des posts cool. Suivez-nous sur Twitter, TikTok et toutes les autres plateformes. Pour ce qui est de notre compte Instagram du média, on est encore en train de travailler très dur à le récupérer. Je vous raconterai tout ce qui se passe dans une vidéo. J'espère dans quelques temps, vous allez voir, c'est vraiment des dingueries qui me sont arrivées et je pense que ça peut être une excellente leçon pour les gens qui me suivent aussi. Je vous dis à la semaine prochaine, c'était Chris d'Iconic pour vous servir. Cheers!